Bienvenue sur la TFM et bonne heureuse année à tous les téléspectateurs de la télévision Futur Média et surtout à ceux qui nous suivent sur la TFM dans Question Directe, qui reçoit aujourd'hui Dr Mabouba Diagne. Mabouba Diagne est manager directeur de Barclays Bank Corporate et responsable de l'Afrique australe et des îles. Barclays Bank est l'une des 10 plus grandes banques au monde. Mabouba Diagne, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes issu de la banlieue dakaroise et ensuite vous avez fait l'université de Saint-Louis. Déjà, à Saint-Louis, vous avez un esprit d'entrepreneuriat. Pourquoi? Je vous remercie, M. Ndiaye, et je remercie votre équipe. Moi, j'ai grandi à Yeumbeul, où j'ai fait le lycée, le collège Momar Marem Diop. Après, je suis allé au lycée Limamoulaye, où j'ai fait la série C. En 89, j'étais lauréat concours général en mathématiques. Après mon bac C, j'ai eu la chance d'être orienté à l'université de Saint-Louis, où nous sommes la première promotion de l'université de Saint-Louis. Je me rappelle, on était 600 étudiants à 250-300 km de la capitale. Et j'avais vu l'opportunité, en plus de faire des maths et de l'informatique, j'avais vu aussi l'opportunité d'affaires. J'étais photographe. J'ai vendu des oignons, je faisais l'équivalent de 30 tonnes par semaine et ça ne m'a pas empêché de décrocher ma maîtrise de maths avec une mention bien et de décrocher mon DEA. Et après un poste d'assistant à l'université et un poste aussi de professeur vacataire de mathématiques, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse avec l'aide de l'actuel ministre de l'Éducation, M. Mary Teuw Niane, professeur Mary Teuw Niane, que je salue et que je remercie au passage. Après Saint-Louis, je suis parti à Trieste, à l'École internationale de physique théorique à Trieste. Avant d'aller à Trieste, j'ai eu un master et un doctorat, et un DEA avec la mention bien. Et je suis allé à Trieste, après 2 ans à Trieste. Après l'obtention de mon diplôme, je suis allé j'ai eu une bourse de la communauté européenne et je suis parti en Allemagne pour faire un 4e master de Finance Risk Management et un doctorat de Finance Risk Management. Au total, j'ai eu 4 masters et un doctorat. Et après l'obtention de mon DEA, de mon doctorat, j'ai intégré la Dresdner Bank où j'étais le directeur des risques et modèles. Après 6 ans, j'ai quitté Francfort et je suis allé à Londres où j'ai travaillé pendant 6 ans et au final, j'étais le Global Head de Valuation Risk Group. C'était l'équipe de quant qui s'occupait de tout ce qui est comme risque model. Et après la crise des années 2008, j'ai décidé de revenir sur l'Afrique. Et c'est là où j'ai intégré la Barclays Bank, qui est l'une des, comme vous le dites, qui est l'une des top 10 biggest banks in the world. Et maintenant, depuis 3 ans, je suis le managing director de la partie corporate et je m'occupe de 6 pays. 6 parmi les 12 pays, mais j'ai aussi, sur le plan panafricain, je suis responsable des sociétés qu'ils appellent les regional players, c'est-à-dire des sociétés qui s'expandent sur l'Afrique, et pour ça, j'ai une carte panafricaine. Déjà, à Saint-Louis, étudiant, vous vendiez des légumes, vous vendiez des jeans aux étudiants. Oui. Et pourquoi? À Saint-Louis, j'avais créé une société qui s'appelait MNCO Trade and Services. Vous n'allez pas le croire, mais on avait un chiffre d'affaires entre 35 et 50 millions déjà à l'université. Parce que j'avais comme client le restaurant de l'université de Saint-Louis, le restaurant argentin. Au passage, je salue Madame Benjeloum qui était la gérante du restaurant, et M. Faki, Abdou Faki, qui avait le restaurant de l'Insud, le restaurant de l'Inset et le restaurant, une partie au-dessus du restaurant de l'université de Saint-Louis. Je faisais 30 tonnes de légumes et vous imaginez déjà, sur chaque kilo, si je rachète 10 francs ou 5 francs de marge, ça me fait 300 000 par semaine. Et vous le multipliez par 4 semaines, vous voyez déjà le chiffre que ça fait. D'où vous est venu cet esprit d'entrepreneuriat?
Bon, moi, je suis né Baol-Baol. Hein. Faire des maths et faire un doctorat n'enlève pas en moi que je suis Baol-Baol. Et je profite de cette occasion pour lancer à toute la jeunesse sénégalaise que venir d'une famille démunie est une source de motivation. Je me rappelle, on faisait 32 km pour aller au lycée Limamoulaye parce qu'on habitait à Yeumbeul, on faisait 8 km à 8h, 8 km à midi, 8 km à 15h et 8 km le soir. Mais aujourd'hui, ça a été une source de motivation et j'ai toujours voulu sortir ma famille de la pauvreté, si je peux dire comme ça. Mais venir de la banlieue, c'est une source de motivation. Oui, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui semblent démissionner au Sénégal, qui disent que c'est difficile, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Chacun attend que l'État lui offre un emploi. Vous n'allez pas le croire. Après l'obtention de mon DEA, j'ai décliné une offre d'emploi à l'université parce que je ne voulais pas être assistant. Parce que si j'allais dans la vallée et que j'achetais 30 tonnes de légumes, sur chaque kilo, si je mets 10 francs, c'est 300 000. Bon, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Il fallait que j'aille à Chile Boubacar, à Ndien Pendao, dans le Fouta, et dans les villages reculés pour acheter cet oignon-là. Ça, c'est un. La photo, à l'université, il y avait des gens qui m'avaient connu comme photographe. Parce que, je me rappelle, j'avais acheté un appareil photo à 75 000, 100 000 francs, une Canon. Et je vendais des plaques d'assurance, je faisais la photo. Et ça me rapportait de l'argent. Et moi, je crois que dans la vie, les Anglais disent that the harder you work, the luckier you become. Plus tu travailles dur, plus tu deviens chanceux. Et pour moi, il n'y a pas de saumetier. Mais au Sénégal, aujourd'hui, les jeunes sont là, ils attendent que l'État leur offre un emploi, ils n'en ont pas, ils cherchent des solutions à s'en sortir. Je crois que les solutions ne se trouvent pas dans la ville. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde va habiter Dakar. Quand vous voyez la vallée aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités dans la vallée. Et je salue et je remercie et je félicite le président de la République quand je vois les efforts que le gouvernement est en train de faire pour relancer l'agriculture. Pour moi, je crois qu'un pays ne peut pas se développer si le pays achète sa nourriture. Moi, je lance aux jeunes, d'abord, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas négliger un 2500 par jour, un 3000 francs par jour. Et il faut aussi aller vers l'intérieur du pays pour créer de l'emploi. La vallée, elle est là-bas. Il y a de l'eau et tout ce que vous avez besoin pour cultiver, c'est de l'eau et des terres. L'eau ne suffit pas seulement, il faudrait aussi que les conditions d'exploitation soient mises sur place pour que les jeunes puissent s'en sortir. Non, je suis absolument d'accord avec vous. Mais ce n'est pas aussi en restant que la ville c'est pas en restant en ville que les solutions vont venir. Moi, je crois que dans la vallée, il y a énormément d'opportunités et on n'a pas besoin de 1 million de francs pour démarrer. Avec 200 000, 300 000 francs, on peut démarrer. Peut-être ce que j'encourage au gouvernement, c'est peut-être d'encadrer les jeunes dans des coopératives d'agriculture et leur donner ce qu'on appelle dans notre jargon de finance des micro-loans, des microcrédits et les encadrer. Moi, j'ai vu par exemple au Zimbabwe des gens encadrer des fermiers qui ont des petits lopins de terre pour cultiver le tabac. Et ce sont ces types de coopératives de microcrédits, mais assistés. Les techniciens de la SAED, les techniciens de la Sodagri, je ne sais pas si ça existe toujours, ça, et encadrer les jeunes. Et aussi avoir le courage d'imposer aux ingénieurs agronomes. Moi, je ne vois pas de raison pourquoi un ingénieur agronome doit habiter en ville. Vous allez aux Argentines, vous allez au Brésil, vous allez aux États-Unis, les grands domaines agricoles, ce n'est pas en ville. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a des solutions au Sénégal. Ce n'est pas évident, je suis d'accord avec vous, mais et je ne suis pas aussi convaincu qu'aujourd'hui, le système éducatif produit aujourd'hui des gens qui sont aptes à l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réformer le système pour que les formations soient adaptées aux besoins du pays, c'est ça? Oui, et je crois que le professeur Mary Teuw Niane est en train de faire un travail extraordinaire.
Et je crois qu'il faudrait peut-être allier la formation professionnelle Bac plus 2, Bac plus 3 pour créer des techniciens supérieurs et là, les gens peuvent aller travailler. Mais tantôt vous parlez de domaines agricoles, de mettre en place ces domaines-là dans les régions pour que les jeunes puissent le faire. Le gouvernement a annoncé des products qu'ils vont mettre en place. Mais souvent, c'est que les complaintes des cultivateurs dans ces régions, c'est quand ils cultivent, les légumes pourrissent, le riz pourrit, ils ne peuvent pas l'exporter, il n'y a pas de transformation sur place. Et aujourd'hui, la question de l'énergie est au cœur du développement. Bon, la question de l'énergie, c'est une question très très intéressante. Le Sénégal a plus de 3000 heures de rayonnement solaire par année. Ça doit être dans les top 15, top 20 dans le monde. Parce que quand je vois des pays comme le Western Cape en Afrique du Sud, qui est dans l'ordre de 3500, 3700 de sunlight, et qui est dans les top 10, donc le Sénégal n'est pas loin. Maintenant, moi, je crois que l'énergie solaire, déjà, c'est green, c'est une énergie verte, elle est renouvelable. Peut-être c'est là où le Sénégal doit un peu accélérer le pas. Je crois que quand j'ai vu la déclaration de politique générale de l'ancienne Premier ministre, c'était Madame Touré, je crois. Aminata Touré. Aminata Touré. J'avais lu que le Sénégal avait l'ambition d'atteindre un certain nombre de, je ne me souviens plus, c'était 600 mégawatts ou quelque chose comme ça, vers 2018. Par exemple, moi, à travers le job que je fais, je rencontre des clients et tout récemment, il y a un groupe allemand qui m'a approché, un groupe allemand qui s'appelle Mico et qui sont très très intéressés par le Sénégal, qui sont en train de faire un travail extraordinaire sur le Zimbabwe, qui sont en pourparlers très avancés avec le Botswana. Et je crois que par exemple, les autorités sénégalaises, bon, moi je pourrais peut-être apporter ma modeste contribution en les présentant à ce groupe. Et l'avantage d'un groupe comme Mico, ils ont l'ambition, j'ai rencontré le PDG. Le PDG a dit qu'il est prêt à venir au Sénégal. Il est prêt à financer sur fonds propres les 5 premiers mégawatts et ils ont l'ambition d'aller jusqu'à 2000 mégawatts. 200 mégawatts. Et l'avantage du modèle qu'ils sont en train de proposer, chaque 5 mégawatts peut produire jusqu'à 20 emplois. Sur 200 mégawatts, donc vous voyez le chiffre. Qu'est-ce que cela veut dire? Et moi, j'ai vu le modèle financier qu'ils sont en train de préparer. Si on le structure bien, on peut aller jusqu'à 2000 emplois. Et moi, je crois que ce sont des opportunités comme ça que le Sénégal doit essayer. Oui, mais à chaque fois qu'on parle d'énergie renouvelable comme le solaire, les gens posent la question du coût de l'entretien, des plaques qui sont mises en place, mais aussi l'accès à ces outils. Bon, ça c'est une question intéressante. Aujourd'hui, bon, je ne veux pas citer de nom, mais quand vous appelez les grands groupes, bon, ce qu'ils regardent, c'est seulement le retour sur investissement. Mais le modèle, ce qui est intéressant dans le modèle que les Allemands sont en train de proposer, c'est un modèle économique avec un volet très social. Moi, j'ai vu le modèle qu'ils m'ont présenté sur 5 mégas. Il y a 136 000 dollars de charges opérationnelles et 70% de ces charges opérationnelles, c'est les salaires. Donc, on peut dire 75 000 à 80 000 dollars de charges opérationnelles. Si vous divisez ça maintenant par 12 et par 20, vous allez vous retrouver très facilement entre 450 et 500 dollars. Et moi, je me suis dit que 500 dollars de salaire mensuel au Sénégal pour 20 emplois, pour 5 mégawatts, ça, ça crée de l'emploi. 2, ça règle le problème de l'énergie. Maintenant, il faut avoir aussi il faudrait que, moi, vous m'excusez peut-être d'être très direct, il faudrait que aussi le Sénégal se précipite sur des investisseurs comme ça, parce que ces gens-là aussi n'ont pas une enveloppe financière illimitée. Ils sont en train de parler avec le Botswana, ils sont en train de parler avec le Zimbabwe. Moi, je crois que, par exemple, avec le petit Rolodex que j'ai, le petit carnet d'adresses que j'ai, je serais honoré de participer au développement de mon pays en amenant ces investisseurs-là dans ce pays-là. Mais est-ce qu'il y a des modèles comme ça qui ont réussi en Afrique? Absolument. Où? Pareil, je viens de vous dire, on est en train d'expérimenter ça au Zimbabwe et au Botswana. Est-ce que le coût d'accès n'est pas très lourd pour les populations, puisque c'est une entreprise privée,
qui veut s'installer et mettre ça en place? Non, par exemple, dans 90% des pays de l'Afrique, l'État subventionne l'électricité. Par exemple, moi, les investisseurs que je connais, ils peuvent aligner le prix de vente de l'électricité à la Sénélec au prix de l'Afrique du Sud, à savoir 14 cents par kilowatt. 14 cents US dollars par kilowatt. Mais il ne faudrait pas seulement regarder ces 14 cents par kilowatt, il faut regarder le volet emploi, la création d'emplois. Parce que si moi je viens, si Mico vient avec pour chaque mégawatt, il crée 20 emplois, vous voyez déjà la charge sociale qu'elle résout. Oui, mais les jeunes qui doivent travailler doivent aussi subir peut-être une formation. Absolument. Comment cette formation va se faire? Ils vont s'occuper de tout. Tout ce que l'État, les Mico demandera au gouvernement sénégalais, c'est les terres pour installer les plaques photovoltaïques et ce qu'ils appellent le Power Purchase Agreement. C'est le contrat d'achat de la Sénélec pour acheter l'électricité. Et maintenant, l'opportunité que je vois maintenant, c'est peut-être Mico de faire de sorte qu'ils rentrent en partenariat avec les mairies, peut-être durant la période où la dette est payée. Peut-être les mairies ne vont pas toucher de dividendes, mais au-delà de la période, après 5 ans, 6 ans, quand la dette est complètement payée, maintenant, les dividendes de ces mairies-là pourraient même être utilisés pour payer les factures de l'éclairage public, pour payer l'électricité des écoles. Et là, au-delà, je crois que c'est là où se trouve l'avantage d'un modèle, de ce modèle-là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le Sénégal est dans ce qu'ils appellent l'acte 3 de la décentralisation. On voit que le financement, de plus en plus, l'État va donner plus de pouvoir aux mairies et aux communautés rurales et aux communes. Mais le grand problème, c'est l'accès à l'énergie dans le monde rural. Oui. Look, si vous allez dans la page internet de Mico, il y a ce qu'ils appellent Sun to Light. C'est des box portatiles que les gens peuvent alimenter un village d'un jour à l'autre. Moi, je crois que c'est une question de volonté, d'abord politique, et aussi si le gouvernement aujourd'hui est prêt à expérimenter le modèle Mico, moi, avec le petit carnet d'adresses que j'ai, je peux les introduire, je peux les faire venir au Sénégal. Et j'ai parlé avec le directeur général de Mico. Ils m'ont dit que si le Sénégal est partant, dans les 90 jours, 120 jours qui vont venir, on peut expérimenter la première centrale de 5 mégas. Mais aujourd'hui, la Sénélec qui doit racheter cette énergie solaire, il faut d'abord passer par ce qu'on appelle des appels d'offres. Au-delà de cela aussi, il y a ce qu'on appelle la Sénélec achète l'électricité à 65 francs CFA aux fournisseurs. Bon, je ne connais pas les détails, le gris des prix. Mais moi, je sais que, d'après la discussion que j'ai eue avec les Allemands, à 14 cents dollars par kilowatt, ils sont partants et c'est rentable pour eux. Mais l'emploi des jeunes est une préoccupation très grande aussi au Sénégal. Beaucoup de jeunes veulent avoir accès à l'emploi. Cette énergie solaire que vous voulez apporter au Sénégal, en quoi cela peut permettre à ces jeunes Sénégalais qui vous regardent aujourd'hui d'avoir accès à l'emploi, de pouvoir se nourrir, de pouvoir prendre en charge leur famille? Comme je vous ai dit, dans le modèle financier que les Allemands sont en train de développer, pour chaque centrale de 5 mégas, il y a 136 000 $ de charges opérationnelles et 70 ou 80% de ces charges opérationnelles, c'est des salaires. Maintenant, vous prenez 90 000 $, vous le divisez par 20, vous le divisez par 12, vous tombez sur un chiffre qui est entre 450 et 500 $. Donc c'est ce que les gens vont toucher par mois. Par mois, ceux qui vont travailler dans ces centrales solaires. Exactement. Mais la concurrence est aussi rude dans le monde de la centrale solaire. Ce n'est pas seulement les Allemands qui le font, il y a d'autres aussi qui proposent des modèles tels que les Chinois et les autres. Et qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant chez les Allemands? Attends, je crois que le modèle, c'est d'abord ce que les Anglais, en anglais, ce qu'ils disent financial inclusion. Aujourd'hui, je n'ai pas vu dans le monde une centrale solaire de 5 mégas qui va utiliser 20 personnes. Parce que qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont utiliser des robots pour nettoyer les plaques photovoltaïques. Et ici, au lieu d'utiliser des robots, nous, on utilise des êtres humains. Maintenant, ça c'est un. Pour revenir maintenant sur l'agriculture, les Allemands ont aussi créé des stations de pompage avec l'énergie solaire. Et si vous allez dans la page internet de Mico Group, vous allez voir ça. On peut faire de l'agriculture à base d'énergie solaire. On peut faire l'éclairage public avec des caméras de vidéosurveillance avec l'énergie solaire.
Et tout ça, ça crée des emplois. Aussi, il y a les bâtiments administratifs au Sénégal, Absolument. tels que les mairies, tels que les dispensaires, les hôpitaux. Absolument. Il y a souvent des problèmes d'énergie dans Absolument. ce là. Est-ce qu'il y a aussi une politique pour équiper ces genres de... Ça, c'est une bonne question parce que les toits des bâtiments publics peuvent être utilisés pour installer des plaques photovoltaïques. Et maintenant, se connecter dans la grid pour d'abord alimenter ces espaces publics et revendre le surplus à la Sénélec. Le gouvernement est aussi entré dans une politique de mise en place des universités, mais le problème qui se pose souvent, c'est les résidences universitaires. Comment faire aujourd'hui pour que les étudiants soient logés dans de bonnes conditions et ensuite avec le solaire qui va avec, parce qu'on constate que les universités consomment énormément d'énergie. Bon, j'en ai discuté il y a de cela quelques jours avec le professeur Marito Nyan. Moi, je dis que les résidences universitaires, si vous voyez les résidences universitaires, on a standard alone basis, c'est déjà rentable. Si tu prends le loyer, si tu prends aujourd'hui la facture que le gouvernement paye pour nourrir chaque étudiant, c'est l'équivalent de $3 par jour. $2,50, $3. Parce qu'aujourd'hui, les repas universitaires, c'est entre 550 et 650 que l'État paye. Quand tu prends le déjeuner et le dîner, c'est déjà 1100, 1200. Plus le petit déjeuner. Donc, c'est l'équivalent presque de $3, $2,75, $3 que le gouvernement paye. Quand vous prenez, par exemple, après les quelques discussions que j'ai eues avec le professeur Marito Nyan, tu prends par exemple 20 000 étudiants. 20 000 étudiants multipliés par $3, c'est $60 000. Quand le restaurateur fait une marge de 25 à 30%, c'est $60 000. C'est $60 000. Donc, quand tu prends par exemple une marge nette de disons 30%, 30% de $60 000, disons $18 000. À quoi s'agit maintenant le loyer? Donc, pour moi, ça peut être rentable comme business. Comment? Parce que bon, on peut faire du project finance et lever le financement pour construire, par exemple, des préfabs qui vont durer peut-être 15 ans à 20 ans et amortir avec les revenus des loyers et les revenus de la restauration. Moi, je crois que ce sont ces genres de modèles-là que le gouvernement doit utiliser. Dans les universités, à Dakar, c'est pas seulement... Les universités, c'est pas seulement à Dakar, c'est aussi dans les régions. Parce que là aussi, il y a un autre problème qui va se poser, c'est loger les étudiants et en même temps aussi l'énergie qu'ils utilisent avec le solaire. Comment tout ça doit s'articuler? Non, par exemple, avec le solaire, sur le toit des bâtiments, on peut utiliser du solaire. Mais par exemple, quand on voit une université comme l'Université de Saint-Louis, moi je crois qu'au-delà même, et là, je vous le dis parce que j'ai vécu l'expérience, la vallée à 75, maximum 100 km de l'université. On pourrait créer, par exemple, des espaces agricoles où les étudiants sont eux-mêmes mini-fermiers. Et là, le problème de commercialisation ne se pose plus. Parce que quand je cultive des oignons et que l'université est repreneur, c'est tout un système intégré. C'est vrai que peut-être les gens vont dire que je rêve, mais c'est possible. Parce que je me souviens quand on était à l'université de Saint-Louis, on avait un collègue, on avait un ami étudiant qui s'appelait Moustapha Diop, qui avait un jardin, qui avait son champ dans l'université, qui cuisinait des oignons et qui les revendait au restaurant de l'université. Concernant les résidences aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas seulement les construire seulement à Dakar, parce que la décentralisation aussi s'accompagne de la mise en place des cures des centres universitaires régionaux. Et ces centres universitaires régionaux, souvent les étudiants qui sont là-bas viennent peut-être de la région, mais pas de la localité, de la capitale régionale, ont besoin d'être logés, d'être pris en charge. Comment ces résidences-là seront mises en place pour que ces étudiants puissent être logés dans de très bonnes conditions? Par exemple, regarde, aujourd'hui, il y a les systèmes de fabrication tellement modernes et tellement économiques que l'on peut loger, par exemple, 4 ou 6 étudiants dans une chambre, parce que comme les militaires, bon, attends, tu fais l'université, tu n'es pas là pour le luxe. Tu es venu pour étudier, et moi, je me suis dit que avec le système de préfab, il y a une société en Afrique du Sud qui s'appelle Imison, j'ai vu, ils ont construit pour une mine qui s'appelle First Quantum, FQM, sur la Zambie. J'ai vu qu'ils ont construit de très très belles maisons pour les miniers.
Et ça, pour moi, ce sont des modèles comme ça qu'on doit utiliser. C'est économique, c'est rapide, mais au-delà de ces fabriques, utiliser par exemple les toits pour l'énergie solaire et utiliser par exemple les systèmes d'irrigation solaire et aussi pousser l'étudiant à travailler et à étudier. Et moi, je crois que c'est cette combinaison-là qui fera que, par exemple, qui fera que les étudiants vont créer leur propre emploi. Moi, je suis là pour me vendre. Vous êtes au Sénégal, vous êtes en même temps économiste et financier. On parle de plus en plus du plan Sénégal émergent, sur le référentiel maintenant pratiquement économique du Sénégal. Est-ce que ce plan Sénégal émergent, tel qu'on le dit et tel qu'il a été décliné par le gouvernement, peut faire sortir du Sénégal des difficultés de la pauvreté? Est-ce qu'on peut aller dans l'émergence, comme on dit? Non, je suis absolument convaincu. Moi, je crois que la politique du président de la République, elle est très très bonne. Maintenant, la question, c'est d'abord l'exécution et la rapidité de l'exécution. Bon, si je me souviens très bien, ça fait maintenant 2 ans et demi que le président est en place. Mais maintenant, il a peut-être besoin de pousser tous les ministères à des épreuves de résultats. Mais est-ce que le plan tel que décliné, on parle d'émergence, mais beaucoup estiment qu'au Sénégal aujourd'hui, on n'a pas encore réglé les fondamentaux pour parler d'émergence? Moi, je crois que toute chose a un début. Hein. Et je crois qu'on est très très bien parti. Maintenant, il suffit d'accélérer. Et tant qu'on n'a pas réglé les problèmes comme l'énergie c'est le noyau, c'est le moteur du développement. Et l'agriculture, pour un pays comme le Sénégal qui n'a pas de ressources minières, etc., je crois que le président est en train de miser sur 2 bons points, l'énergie et l'agriculture. Et moi, je crois que le problème de l'énergie, c'est fondamental. Mais les agriculteurs sénégalais sont inquiets parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, que le gouvernement mise beaucoup plus sur l'agro-business en oubliant l'exploitation familiale qui font la force de l'agriculture sénégalaise. Non, je crois que c'est les deux. Parce qu'aujourd'hui, bon, au passage, moi, j'avais monté à Kaolack une usine d'huile. Mais vous allez vous rendre en compte très rapidement que le problème, ce n'est pas seulement de monter une usine, il y a aussi les intrants. Peut-être ce que le gouvernement doit essayer, c'est de faire de telle sorte que l'agriculture ou les agriculteurs aient des actions dans des petites unités de transformation et aussi avoir le courage d'arrêter peut-être certaines importations quand les produits locaux sont mûrs. Oui. Voilà, Babouba Diagne, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Je rappelle que vous êtes manager, directeur de Barclays Bank Corporate et que vous êtes responsable de l'Afrique australe et des îles. Barclays Bank est l'une des banques les plus cotées au monde, la 10e banque au monde, les plus cotées. Nous parlions de solaire et de développement ici au Sénégal, du plan Sénégal émergent. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis dans cette émission Question directe de la TFM. Bonne heureuse année à tout le monde. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Au revoir.